Sur toute la planète, dans les déserts, les jungles, les montagnes et sur des plateaux sans nom balayés par les vents, se dressent d'étranges traces de grands exploits accomplis par quelqu'un. Des blocs gigantesques, des murs faits de blocs pesant plusieurs tonnes, des complexes funéraires de la taille d'immeubles à plusieurs étages, tout cela a été assemblé par des mains humaines dont nous ne connaîtrons plus jamais les noms. C'est précisément cela qui touche le plus profondément. Nous voyons le résultat, mais nous ne savons pas l'essentiel. Qui a construit tout cela, pourquoi et comment ? En de nombreux endroits, les blocs pèsent des centaines de tonnes, parfois presque 1000. La pierre est ajustée avec une telle précision qu'on ne peut pas glisser une feuille de papier entre les dalles. On a l'impression que les bâtisseurs ne travaillaient pas avec de primitifs marteaux de pierre, mais avec quelque chose de bien plus sérieux. Ajoutez à cela un autre détail étrange. Un certain nombre d'anciens ouvrages semblent plus anciens que les cultures auxquelles on attribue officiellement leur construction. D'où des questions gênantes pour la chronologie habituelle. N'y aurait-il pas eu, avant les civilisations que nous connaissons, quelqu'un d'autre, plus avancé, mais presque entièrement effacé de la surface de la Terre ? Et c'est précisément ici qu'entre en scène l'un des récits les plus puissants de la mémoire humaine, le mythe du grand déluge. Chez les Sumériens, dans l'épopée de Gilgamesh, les dieux balayent de l'humanité dans un gigantesque raz-de-marée. Chez les Hopis d'Amérique du Nord, l'eau emporte un monde corrompu. Les anciennes légendes chinoises parlent d'une grande crue qui a remodelé le paysage. Les aborigènes d'Australie transmettent de génération en génération des récits sur la façon dont la mer s'est élevée et a découpé leurs terres en îles. Ce ne sont pas simplement des contes semblables. Ce sont des dizaines de cultures, séparées par des océans et des millénaires, qui répètent obstinément un seul et même motif. Une eau immense est venue et a détruit l'ancien monde. Une partie des scientifiques relie cela à des événements réels, une montée brutale du niveau des océans et de puissants cataclysmes à la fin de la dernière période glaciaire, environ de 12 à 8000 ans en arrière. D'autres rappellent que de nombreuses traditions, y compris la tradition biblique, datent le déluge bien plus tard, aux alentours de 2300 ans avant notre ère. Si cette date plus tardive et ne serait-ce qu'en partie correcte, on obtient une conclusion très désagréable. Dans un passé pas si lointain, se sont produits des événements d'une ampleur suffisante pour effacer des cultures entières. Et sur ce fond, les mégalithes, qui se ressemblent d'une manière étrange partout dans le monde, commencent à être perçus tout autrement. Des blocs énormes, un appareillage sans mortier, une précision impossible, des symboles récurrents, des techniques de taille de la pierre similaires, et tout cela dans des lieux séparés par des milliers de kilomètres. Se peut-il qu'il ait existé autrefois une tradition commune de construction mégalithique, une culture puissante ou même un réseau entier de cultures qui aurait ensuite été presque complètement balayé par quelque catastrophe globale, peut-être précisément ce déluge-là ? Au cours de ce voyage, nous allons parcourir une série de constructions antédiluviennes ou, du moins, mystérieusement avancées. Nous allons essayer de les regarder non comme de simples ruines ennuyeuses, mais comme des messages laissés dans la pierre par des gens dont nous n'avons jamais vraiment compris le savoir. Installez-vous confortablement, vous pouvez simplement écouter, l'image n'est pas indispensable ici. Pendant un moment, éteignons les explications habituelles et essayons de nous poser honnêtement la question. Et si nous étions très loin de tout savoir sur le passé de la Terre ? Japon, la pierre flottante Ishi no Oden. Ne commençons ni par l'Égypte ni par le Pérou, mais par le Japon. Dans les collines tranquilles et boisées de la préfecture de Hyogo se trouve un objet qu'on ne montrera guère dans un manuel scolaire d'histoire. On l'appelle Ishi no Oden, la pierre flottante. À première vue, il produit l'effet « mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Devant vous se dresse un immense monolithe de granit, environ 6,4 mètres de longueur, presque 6 mètres de largeur et plus de 5 mètres de hauteur. Selon les estimations, il pèse environ 500 tonnes, à peu près comme 3 jumbo-jets, complètement chargés. Et pourtant, on a l'impression que la pierre flotte au-dessus de l'eau. Le monolithe se trouve au-dessus d'un petit plan d'eau et l'unique point d'appui est caché sous la surface et me fait un fin pilier central que l'on ne remarque pas tout de suite. L'eau fonctionne comme une dissimulation parfaite. Il semble que le bloc de 500 tonnes soit simplement suspendu dans les airs. Si l'on s'approche, cela devient encore plus étrange. Les surfaces de la pierre sont lisses, avec des angles nets et des plans réguliers. Les tailleurs de pierre japonais contemporains reconnaissent honnêtement que même avec les outils modernes, il ne serait pas facile de reproduire une telle finition. Et maintenant, la partie la plus intéressante, qui a fait cela ? Quand ? Et pourquoi ?
Pour ces questions, il n'existe pas de réponse claire. Aucune source écrite ne permet d'expliquer sans ambiguïté l'origine d'Ishi no Oden. On n'a trouvé aucun artefact qui le relierait nettement à une culture précise. À la place de l'histoire, nous avons la légende. Les traditions locales racontent que la pierre n'a pas été créée par des hommes ordinaires. On parle de dieux ou de certaines créatures venues du ciel qui auraient pu façonner la pierre comme une argile molle. Pour un scientifique, c'est bien sûr un mythe. Mais si l'on coupe le scepticisme pour une minute, la légende soulève une question intéressante. Ne reflète-t-elle pas la mémoire d'un groupe de personnes très avancées, dont les technologies bien réelles se sont ensuite transformées en contes sur les dieux ? Japon. Le navire de Pierre Masuda no Iwafune. Non loin de là, dans la préfecture de Nara, se trouve une autre surprise de pierre, Masuda no Iwafune, le navire de pierre de Masuda. C'est un énorme bloc de granit, environ 11 mètres de longueur, 8 mètres de largeur et presque 5 mètres de hauteur. Il semble avoir été délibérément taillé dans une forme étrange, qui ne ressemble vraiment à rien de bien précis. À sa surface, on voit des rigoles symétriques et des cavités rectangulaires, comme si quelqu'un avait préalablement tracé le bloc pour une structure complexe. C'est là que commencent les questions préférées. Est-ce un socle de fondation, la base d'une sorte de machine ou de mécanisme ? Un objet rituel? Les versions ne manquent pas, les preuves si. Et il y a une autre énigme. Autour de Masuda no Iwafune, on ne trouve pas de tas de débris de pierre, qu'on s'attendrait pourtant à voir après une telle taille. Cela suggère l'idée que la pierre aurait pu être taillée ailleurs, puis transportée ici. Mais comment ? Nous parlons de dizaines de tonnes de granit, tandis que la version officielle suppose des technologies très simples, cordes, rondins, force humaine, et à nouveau les légendes. Dans les environs circulent des récits sur un ancien peuple doté de connaissances étonnantes en architecture, en astronomie, en médecine. Sur des enseignants qui seraient devenus de l'autre côté de la mer ou du ciel, qui auraient appris beaucoup d'arts aux habitants, puis auraient disparu à la suite de quelque chose ressemblant à un déluge gigantesque. Remarquez encore une fois le motif du déluge, encore une allusion à des savoirs oubliés, encore une pierre taillée avec une précision qui ne ressemble guère à de simples haches en pierre. Pérou, des murs qui n'auraient pas de réussir. Traversons maintenant l'océan, direction les grandes hauteurs des Andes, vers les anciennes forteresses du Pérou. En général, quand on parle de ruines antiques, la plupart des gens pensent aux pyramides d'Égypte ou aux temples grecs. Mais ce qui se trouve autour de Cusco n'est pas moins impressionnant, et parfois encore plus énigmatique. Nummer 1, Sacsayhuaman, un puzzle de pierre au-dessus de Cusco. Juste au-dessus de la ville actuelle de Cusco se trouve Sacsayhuaman, un immense complexe de murs et de terrasses. De loin, cela ressemble simplement à d'anciennes fortifications de pierre, mais si l'on s'approche, on commence à se sentir mal à l'aise. Les murs sont composés de gigantesques blocs de calcaire, dont certains pèsent de plus de 200 tonnes. C'est comme si l'on alignait 120 voitures de tourisme ordinaire. Mais l'essentiel n'est même pas la taille, c'est l'ajustement. Les blocs sont posés sans ciment ni mortier, mais les joints entre eux sont si serrés qu'en certains endroits, on ne peut vraiment pas y glisser la lame d'un couteau. Nombre de pierres possèdent une dizaine de faces ou plus, avec des formes courbes et complexes. Ce ne sont pas de simples briques. C'est un puzzle tridimensionnel de niveau difficulté insensé. La version officielle affirme que tout cela a été réalisé par les maîtres incas, à l'aide d'outils de bronze, de marteaux et d'une immense quantité de main-d'œuvre. Une partie des chercheurs l'acceptent totalement. Mais même parmi les archéologues, certains reconnaissent honnêtement « Nous ne comprenons pas complètement comment, concrètement, cela a été fait ». Les légendes locales sont plus simples. Les pierres ont été dressées par des géants. Les anciens avaient la capacité de ramollir la pierre, ils la rendaient malléable comme de la pâte, puis elle redevenait dure. Cela ressemble à un conte, mais convenez-en, si vous vivez à côté d'un tel ouvrage et que vous ne pouvez pas imaginer comment des gens ordinaires ont pu le réaliser, le mythe des hommes titanesques naît presque tout seul. Ollantaytambo, 6 monolithes et une pierre étrangère dans la vallée sacrée du Pérou, se trouve un autre monument étrange, Ollantaytambo. Là, sur l'une des terrasses, on trouve ce que l'on appelle le mur des 6 monolithes. Devant vous se dressent 6 énormes blocs de granit, chacun pesant jusqu'à 50 tonnes, ajustés de manière parfaite les uns aux autres. Et ici, un détail important. Le granit dont ils sont faits n'est pas local.
Grâce à des traces laissées dans la roche, les archéologues ont déterminé que la pierre était extraite à environ 7 km de là, sur l'autre versant de la vallée. Pour vous donner une idée de l'ampleur de la tâche, il fallait extraire des blocs de plusieurs tonnes dans la montagne, les descendre le long des pentes, les faire traverser la rivière, puis les hisser à nouveau jusqu'au lieu de pose. Même si vous imaginez des treuils, des engins de levage et des machines modernes, la tâche reste très rude. Maintenant, imaginez le même travail sans machine. Les Quechua autochtones racontent dans leurs histoires. Avant les Incas, il y avait un peuple de maîtres nanezetar Tequete, les Viracocha, qui savaient comment déplacer la pierre en facilement et bâtir pour l'éternité. Ils seraient venus, auraient enseigné, puis auraient disparu, là encore, après une grande catastrophe. Une fois de plus, nous voyons le même ensemble familier. Un appareillage de pierres stupéfiant, l'absence d'explications vraiment convaincantes, des techniques, des légendes sur des bâtisseurs plus anciens et plus sages. Sous là-haut, des murs au large de la Syrie. Pour comprendre que ces murs étranges ne sont pas seulement une spécialité des Andes, prenons la direction des rivages de la Méditerranée, vers l'ancienne ville insulaire d'Arwad, au large de la Syrie. Ce lieu est connu depuis l'époque des Phéniciens, ce qui signifie qu'il a plusieurs milliers d'années. Mais ce qu'il y a de plus remarquable ne se trouve pas sur l'île elle-même, mais à côté, sous l'eau. Dans la zone côtière peu profonde, des plongeurs ont découvert un mur mégalithique construit avec de gros blocs de calcaire. L'appareillage est, une fois encore, familier, de grands blocs, un ajustement serré, très peu de mortier, le sentiment que les bâtisseurs savaient très bien ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, ce mur se trouve à quelques mètres de profondeur. La conclusion évidente est que, lorsqu'il a été construit, il y avait de la terre ici. Puis le niveau de la mer est monté et une partie de l'ancienne construction a été submergée. Les Phéniciens, excellents marins et commerçants, ne nous ont laissé aucune description claire de ce mur. En revanche, dans les traditions locales, on trouve des histoires sur un peuple ancien et riche que l'eau a emporté. Encore une fois, un appareillage de qualité exceptionnelle, un mythe sur une civilisation disparue, et la mer qui reprend, lentement mais sûrement, les traces qu'elle a laissées. Des cercles comme un écho. Rojm el-Iri sur le Golan. Déplaçons-nous maintenant sur les hauteurs du Golan. Dans ce paysage nu, battu par les vents, où l'on ne s'attendrait à rien de particulier, se trouve un objet au nom poétique et un peu inquiétant. Rojm el-Iri, le tas de pierres du chat sauvage. Vu du sol, il ressemble effectivement à des amas de pierres basaltiques dispersées dans un champ. Mais dès qu'on le survole, l'image change. Devant nous se trouve une gigantesque cible, une série de cercles concentriques de pierres qui s'étendent à partir d'un tumulus central. Le cercle le plus grand mesure environ 160 mètres de diamètre. Le volume total de pierres représente des dizaines de milliers de tonnes de basalte. Son âge est estimé à environ 5000 ans, cet objet est donc plus ancien que bien des monuments beaucoup plus célèbres. La principale particularité de Rojm el-Iri, c'est l'astronomie. Au solstice d'été, les premiers rayons du soleil passent précisément par une porte de la structure et illuminent le tumulus central. Ce n'est pas un hasard. Cela signifie que les bâtisseurs comprenaient très bien où et comment se lève le soleil aux jours clés de l'année. Plus tard, on a trouvé dans la butte centrale une sépulture datée d'une époque plus récente. Il semble que l'endroit ait été utilisé longtemps, avec des fonctions qui évoluèrent, mais l'intention d'origine reste mystérieuse. Les légendes des Druzes locaux et d'autres communautés alentours racontent l'histoire de géants qui auraient été capables d'ériger en une seule nuit des villes entières de pierre. Un motif très familier, n'est-ce pas ? Les mêmes récits circulent à propos de Stonehenge, des mégalithes du Caucase et d'Arménie, des murs cyclopéens dans d'autres régions du monde. Le langage de la science parle d'une société organisée, une bonne coordination, des connaissances astronomiques, un volume de travail impressionnant. Le folklore ajoute, et peut-être que ceux qui ont œuvré ici étaient en allés trop forts et trop intelligents pour être de simples humains. Arabie Saoudite, la fissure parfaite d'Al-Nasla. Allons maintenant dans les sables de l'Arabie Saoudite. Aux environs de Taïma, au milieu des rochers et des dunes, se dresse l'une des pierres les plus étranges de la planète, Al-Nasla. Deux grands blocs de grès, côte à côte, sont séparés par une fente verticale parfaitement droite. Si droite que beaucoup, en voyant les photos, pensent d'abord à un montage. Chaque moitié de la pierre repose sur une petite base
base bac naturelle, si bien que l'on a l'impression de quelque chose de tout à fait invraisemblable. Des blocs gigantesques qui semblent en équilibre sur de minuscules pieds, et entre eux une fente très fine et rectiligne, comme si la pierre avait été tranchée au laser. Les géologues proposent des explications naturelles. Des fractures dues à d'anciens séismes. L'érosion, de l'eau s'infiltrant le long d'une zone de faiblesse de la roche, des propriétés différentes entre les couches de grès. Tous ces processus existent réellement. Mais même les spécialistes reconnaissent que produire une ligne de rupture aussi rectiligne est un coup de chance assez rare de la nature. Une couche supplémentaire de mystère vient des pétroglyphes gravés sur la surface d'Al-Nasla. On y voit des figures d'animaux et d'êtres humains ainsi que des signes abstraits. Autrement dit, les anciens ont clairement remarqué cet objet et l'ont jugé suffisamment important pour y graver des dessins. Ici, il y a, une fois encore, deux options. La pierre s'est fendue naturellement et les hommes ont vu là un signe des dieux et ont transformé le lieu en sanctuaire. Ou bien, les anciens ont trouvé la pierre déjà fendue, ou ont même participé à la création de la fente en disposant de technologies dont nous ne savons rien. Le folklore bédouin local penche prudemment pour la deuxième version. Dans les récits apparaissent des personnages capables de soumettre la pierre et de tracer une coupe d'un seul geste. La science n'est pas prête pour l'instant à accepter de tels scénarios, mais elle n'a pas non plus de réponse définitive. Ainsi, Al-Nasla se dresse dans le désert, plaisanterie de la géologie ou allusion à un savoir oublié. Égypte, l'Osiraion souterrain, un temple qui ne rentre pas dans le cadre. Quittons les déserts d'Arabie et revenons là où en principe tout a déjà été étudié 1000 fois en Égypte. Nous sommes habitués à l'image de l'Égypte comme pays des pyramides, des sphinx et des colonnes couvertes d'hiéroglyphes. Mais il s'y trouve un objet qui détonne dans ce tableau familier. Il s'agit de l'Osiraion à Abydos, un complexe souterrain situé derrière le temple de Séti Ier. En surface, on voit un temple égyptien classique avec des bas-reliefs bien connus. Mais un peu à l'écart, en contrebas du niveau du sol, se cache une salle d'une toute autre nature. C'est une pièce carrée avec d'énormes colonnes de granit et un îlot rectangulaire au milieu, entouré d'eau. Chaque colonne pèse environ 100 tonnes. Elles sont composées de blocs lisses, strictement rectangulaires, ajustés entre eux avec une précision quasi joaillière, et tout cela sans mortier. Ce qui est le plus inhabituel, c'est l'absence presque totale de décor. Si vous vous souvenez des temples égyptiens typiques, tout y est couvert de textes et d'images. Dieux, pharaons, scènes, inscriptions. L'Osiraion, en comparaison, paraît presque nu. Minimalisme, massivité, impression d'une simplicité presque extraterrestre. Officiellement, on rattache le complexe à l'époque de Séti Ier, environ le XIIIe siècle avant notre ère. Mais certains chercheurs attirent l'attention sur plusieurs curiosités. Le style diffère radicalement de celui du temple environnant. On voit sur les blocs des traces d'une forte érosion par l'eau, comme s'ils avaient longtemps été en contact avec de grands volumes d'eau. Les Égyptiens eux-mêmes disaient volontiers dans leurs textes que nombre de leurs lieux les plus sacrés avaient été hérités des premiers temps, de leurs ancêtres semi-divins. Dans les mythes égyptiens, il était question des Shemsu-Hor, les suivants d'Horus, des souverains presque divins qui auraient construit et gouverné le pays bien avant les pharaons. Et plusieurs traditions égyptiennes affirment explicitement « Les sanctuaires associés à Osiris, nous ne les avons pas inventés, nous nous sommes contentés de les restaurer ». Vu avec des yeux d'ingénieur, l'Osiraion ressemble vraiment à une structure très ancienne, très solide, sur laquelle un temple plus récent serait venu se greffer. Et oui, encore une fois, le thème de l'eau ressurgit. Érosion, inondation, vieux récits de grandes crues. Comme si le complexe avait traversé, bien avant l'Égypte classique, des temps très difficiles liés à de vastes inondations. Espagne, le dolmen de Soto, un corridor de lumière. Passons un instant à un décor plus paisible, le sud de l'Espagne, des collines douces, des champs. Là, près de la petite ville de Trigueros, est caché un monument que l'on peut facilement manquer de l'extérieur, le dolmen de Soto. De l'extérieur, ce n'est qu'une butte de terre, mais à l'intérieur, on trouve un long corridor de pierre d'environ 21 mètres menant à une chambre circulaire. Les murs et la voûte sont composés de grandes dalles de pierre, dont certaines pèsent de plusieurs tonnes. Ce qui frappe le plus à l'intérieur, ce sont les gravures. Sur les parois, on voit des spirales, des figures, des lignes, des symboles abstraits. Ils semblent réfléchis, mais leur sens exact n'a jamais été déchiffré. Est-ce un calendrier, une carte, des scènes mythologiques?
Et ici encore, l'astronomie entre en jeu. L'entrée du dolmen est orientée strictement à l'est. Aux équinoxes, le soleil levant s'insinue dans le corridor et illumine la chambre intérieure, faisant vivre les dessins sur la pierre. Pour atteindre une telle précision, il y a environ 5000 ans, il fallait observer pendant de longues années le mouvement du soleil, comprendre les points de l'horizon où il se levait selon les saisons, concevoir et construire le corridor de façon que les rayons parviennent exactement là où il faut. Il ne s'agit déjà plus d'une simple sépulture, c'est un projet d'ingénierie et de rituel intégré au rythme du ciel. Airland, Newgrange, le tunnel du soleil. Allons maintenant au nord-ouest de l'Europe, dans la verte vallée de la Boyne en Irlande. On y trouve une construction qui surpasse en âge les pyramides comme Stonehenge, Newgrange. De l'extérieur, cela ressemble à une grande colline circulaire d'environ 80 mètres de diamètre et de 13 mètres de hauteur, entourée de pierres dressées. La façade est décorée de quartz blanc et de gros blocs. Mais comme pour le dolmen de Soto, la magie se cache à l'intérieur. Un passage étroit de presque 19 mètres de longueur mène à une chambre centrale en forme de croix, avec 3 niches. Sur les pierres, on retrouve les spirales, zigzags, cercles et motifs abstraits déjà familiers. Et ici est réalisé l'un des effets de lumière les plus impressionnants du monde antique. Chaque année, au jour du solstice d'hiver, lorsque la nuit est la plus longue et le jour le plus court, une fenêtre spéciale, un petit couloir au-dessus de l'entrée, s'allume. Le soleil se lève à l'horizon, un mince rayon pénètre par cette ouverture, glisse lentement le long du passage et, à un certain moment, inonde la chambre intérieure de lumière. Le reste de l'année, l'intérieur est plongé dans l'obscurité totale. Les bâtisseurs s'avèrent donc non seulement quand le solstice se produirait, mais ils ont aussi réglé la géométrie de la construction pour que, une fois par an, à des jours précis, la lumière atteigne exactement l'endroit voulu. Les légendes irlandaises disent donc que Newgrange a été bâti par les Tuatha Dé Danann, les tribus de la déesse Danu, un peuple mythique doté de magie et d'un savoir-faire extraordinaire. Selon ces récits, ils ont soit disparu, soit se sont retirés dans d'autres mondes, en laissant derrière eux tumulus et sanctuaires. En langage scientifique, cela se traduit à peu près ainsi. Il y avait des bâtisseurs très anciens, très compétents, dont les descendants ont fini par parler comme s'il s'agissait de dieux. Un fil unique pour tous. Voilà donc que l'on a des continents différents, des époques différentes, des peuples différents et pourtant des motifs semblables. La pierre, la précision, une astronomie soigneusement intégrée et presque partout à proximité, des récits de prédécesseurs plus anciens et plus sages. La suite sera encore plus surprenante. Nous atteindrons Baalbek et ses blocs de 1000 tonnes, les géants de terre d'Amérique du Nord et des choses qui vous étonneront à coup sûr. Liban, Baalbek, des blocs qui pèsent comme 2 avions. Il est temps de pousser la barre du poids au maximum. Bienvenue au Liban, dans la vallée de la Bekaa, au complexe de Baalbek. On en parle généralement comme d'un centre de temple romain. On y trouve le temple de Jupiter, le temple de Bacchus et d'autres édifices. Tout cela est magnifique, monumental, avec colonnes et arcs. Mais la véritable magie de Baalbek se trouve sous les temples romains, dans leurs fondations. Là repose ce qu'on appelle aujourd'hui le Triliton, 3 blocs gigantesques de calcaire. Chacun d'eux pèse environ 800 tonnes. C'est comme si l'on avait 2 avions de ligne entièrement chargés, mais en pierre. Et ils ne sont pas simplement abandonnés quelque part. Ils sont soigneusement intégrés dans un mur, ajustés si précisément les uns aux autres que l'on ne peut y insérer ni couteau ni feuille de papier. Un peu plus loin, dans la carrière, gît un autre monstre, la pierre de la femme enceinte. On estime son poids à environ 1000 tonnes. Près de 1000 tonnes que quelqu'un a commencé à dégager et, semble-t-il, avait l'intention de transporter. Les ingénieurs modernes, en observant tout cela, reconnaissent franchement, même avec nos techniques, ce serait une opération démentielle. Imaginez maintenant la même chose avec des cordes, des rondins et des muscles. Il existe bien sûr des versions officielles, des rampes, des milliers de travailleurs, un système complexe de leviers. Mais même parmi les experts, il n'y a pas d'accord général sur la manière exacte dont tout cela a été réalisé. Un point intéressant, les Romains, qui ont construit les temples, n'ont laissé aucun témoignage clair affirmant qu'ils avaient eux-mêmes posé ces blocs géants. Il est très possible qu'à leur arrivée, la plateforme existait déjà et qu'ils aient simplement décidé « magnifique terrasse, construisons le temple ici ». Qui fut alors le premier architecte? Les Phéniciens, une culture encore plus ancienne? Les légendes locales suivent, elles aussi, un schéma familier. Des géants, des demi-dieux, des êtres d'une force inhumaine.
On raconte que ce sont eux qui ont pris ces immenses pierres et les ont posées comme un enfant empile des cubes. Ridicule, peut-être, mais le fait demeure. Nous avons devant nous une œuvre qui suscite aujourd'hui encore respect et perplexité chez les ingénieurs. Et une fois encore, cela dépasse largement les explications évidentes. Amérique du Nord, des géants de terre et un serpent d'herbe. Oublions pour un temps la pierre. Les anciens bâtisseurs savaient en travailler non seulement avec des blocs, mais aussi avec la simple terre, qu'ils transformaient en monuments tout aussi impressionnants. En Amérique du Nord, il existe une véritable civilisation de constructeurs de tertre dont beaucoup ne savent presque rien. Le serpent de terre, Serpent Mound, dans l'état de l'Ohio, sur le sommet d'une colline, serpente au sol un gigantesque tertre en forme de serpent, Serpent Mound. Ce n'est pas un simple tas de terre. C'est la figure nette d'un serpent de plus de 400 mètres de longueur, la gueule ouverte et un œuf ou un soleil devant lui. Vu du ciel, la forme se distingue le mieux. Un remblai étroit qui suit les courbes fluides du serpent et épouse soigneusement le relief du terrain. Et, comme vous vous en doutez déjà, il ne s'agit pas seulement de la forme. Les sinuosités du serpent coïncident avec d'importants repères astronomiques. La tête est orientée vers le coucher du soleil au solstice d'été. D'autres parties du corps correspondent à la position du soleil et de la lune à des moments particuliers de l'année. Pour atteindre une telle précision, il fallait observer le ciel pendant des années et transposer les connaissances de sur le sol. Qui a fait cela ? Le débat fait toujours rage. Différents groupes de cultures amérindiennes ont construit des tertres à des époques diverses, et les chercheurs discutent pour savoir à qui attribuer exactement Serpent Mound. Mais l'essentiel est ailleurs. Les anciens habitants de l'Amérique n'étaient manifestement pas des sauvages attardés, comme on les décrivait dans les manuels anciens. C'étaient des observateurs attentifs du ciel, capables de matérialiser leurs connaissances dans des projets gigantesques. Une ville en terre, Cahokia. Poursuivons vers les ruines de Cahokia, dans l'Illinois. Il ne s'agit plus ici d'un simple tertre, mais d'une véritable ville. Des milliers d'habitants, des dizaines de places, des centres rituels, et au centre, Monk's Mound, la plus grande pyramide de terre d'Amérique du Nord. Sa hauteur approche les 30 mètres. La surface de sa base dépasse 14 hectares. C'est comme si l'on construisait un immeuble à plusieurs étages, mais entièrement en terre tassée. D'où vient ce sens de l'échelle et de l'organisation ? Il s'agit très probablement du centre d'une société complexe, avec prêtres, dirigeants et astronomes. Cahokia nous rappelle que sur ce continent où s'élèvent aujourd'hui les gratte-ciels de Chicago et de Saint-Louis, on trouvait déjà bien avant cela ses propres mégapoles antiques, dont nous n'avons longtemps rien su. Une boussole lunaire, les Newark Earthworks, autre chef-d'œuvre également dans l'Ohio. Autrefois, ce complexe occupait environ 4000 carrés. D'immenses cercles, des octogones et des levées de terre formant un dessin géant au sol que l'on distingue le mieux, encore une fois, depuis les airs. Le plus étonnant est la précision des repères lunaires. Certains éléments du complexe sont alignés sur les positions extrêmes de la Lune dans son rare cycle de 18,6 ans. Imaginez, des générations entières observent la Lune, consignent ses trajectoires, transmettent les connaissances, puis créent une gigantesque carte directement dans la Terre. Et tout cela sans écriture au sens où nous l'entendons. Le savoir était transmis oralement par les rituels, les légendes, les chants. L'Amérindien qui observe le ciel près du feu et l'astronome moderne dans son observatoire font en réalité la même chose. Ils essaient de comprendre comment fonctionne le monde au-dessus de leur tête. La différence d'outils est immense, mais le respect dû à la capacité d'observation de ces anciens devrait être le même. Pérou. Les tours de pierre de Silustani. Une ventilation pour l'éternité. Retournons au Pérou. Mais cette fois, pas vers des murs, plutôt vers des tours. Sur les rives du lac froid d'Umayo, non loin de Puno, se trouve le complexe de Silustani. Sur le plateau sont dispersées des chulpas, de hautes tours funéraires cylindriques. Certaines atteignent 10 à 12 mètres de hauteur et sont construites avec des blocs de pierre taillés de manière parfaite. En les examinant de près, on retrouve le même trait familier. Les pierres sont ajustées si étroitement qu'il n'y a presque pas de fissures, les surfaces sont lisses, les angles nets. On pense que c'est ici que l'on enterrait les élites.
prêtres, chefs, mais même pour un lieu de sépulture, les bâtisseurs n'ont pas hésité à porter la qualité au niveau « nous voulons que cela dure des millénaires ». Détail intéressant, dans certaines tours, on a trouvé des systèmes de ventilation et de drainage permettant aux corps et aux objets déposés dans la tombe de mieux se conserver. Il ne s'agit donc pas simplement de dresser une tour en pierre, c'est une construction ingénieuse prenant en compte le climat, le sol, l'humidité et le temps. Les légendes locales parlent du peuple des Gentiles, d'anciens géants qui vivaient avant l'apparition du soleil et furent finalement anéantis par une sorte de catastrophe liée à l'eau et au froid. Les cultures suivantes, dit-on, sont arrivées sur du déjà construit, en réutilisant les anciennes structures. Encore une fois, mémoire de bâtisseurs très anciens, trop habiles, disparus après une grande catastrophe. Chine, le méga-projet souterrain des grottes de Longjiu. Allons maintenant en Chine, dans la province du Zhejiang. Là, sous des champs tranquilles et des villages, se cache l'un des chantiers les plus mystérieux de la planète, les grottes de Longjiu. Jusqu'aux années 1990, les habitants pensaient simplement avoir affaire à de profonds étangs naturels, jusqu'au jour où l'on décida de les assécher. Au lieu d'un fond ordinaire, les gens découvrirent d'immenses salles souterraines. Aujourd'hui, on connaît au moins 24 de ces grottes. Chacune est une gigantesque cavité taillée dans la roche avec des colonnes, des niches et des parois parfaitement planes. La hauteur peut atteindre 30 mètres, la superficie celle d'un petit temple ou même d'une cathédrale. Tout cela n'a pas été creusé par l'eau ni sculpté par le vent. La roche a été extraite à la main. Sur les murs et les plafonds, des stries parallèles, régulières, recouvrent la surface comme un hachurage. Elles donnent l'impression que quelqu'un a volontairement laissé la signature de son outil, une texture uniforme. Le plus étrange est l'absence totale de dossiers historiques. La Chine est un pays à la tradition écrite incroyablement riche. On y consignait la construction des murs, des ponts, des palais. Mais sur un projet aussi gigantesque, pas un mot. Comment est-ce possible ? Autre énigme, à l'intérieur on ne trouve ni décombres classiques de chantier, ni traces de suie de torches. Il en ressort que la pierre a été emportée quelque part, et nous ignorons où, et que l'éclairage n'était peut-être pas fondé sur le feu, ou que ces traces ne se sont pas conservées. Les légendes locales mentionnent un peuple ancien qui se serait caché sous terre dans des temps troublés et y aurait bâti des palais de pierre. Mais ce ne sont que des lambeaux de récits. Les grottes elles-mêmes gardent le silence. On peut supposer qu'il s'agissait de dépôts, de sanctuaires ou même de résidences. Mais aucun scénario officiel n'a encore été établi. L'île de Pâques, les Moai, qui regarde qui ? Nous voici à présent dans l'un des monuments les plus célèbres, mais qui n'en est pas moins énigmatique. Une petite île volcanique au milieu du Pacifique, à des milliers de kilomètres de toute autre terre, c'est l'île de Pâques ou Rapa Nui. Tout autour de l'île se dressent les Moai, près de 900 statues de pierre. La plupart mesurent environ 4 mètres de hauteur et pèsent jusqu'à 14 tonnes. Mais il existe aussi des géants, comme le El Gigante inachevé, d'environ 20 mètres de hauteur, pour plus de 200 tonnes. Toutes ont été taillées dans le tuf volcanique de la carrière de Rano Raraku, puis devaient être transportées jusqu'à la côte et dressées sur des plateformes spéciales, les atu. Comment ? Plusieurs hypothèses pratiques existent. On les tirait couchés sur des traîneaux et des rondins. On les faisait rouler sur des cylindres. On les redressait et on les faisait marcher en les balançant d'un côté à l'autre, comme un réfrigérateur attaché par des cordes. La dernière version a été partiellement reproduite dans des expériences. Mais elle laisse malgré tout de nombreuses questions sans réponse, surtout pour les plus grandes statues. Les Rapa Nui eux-mêmes disaient que les statues marchaient mais toutes seules, grâce à une force spirituelle particulière. Dans le langage des légendes, cela signifie une seule chose. Même pour les habitants d'époques relativement récentes, les techniques de leurs ancêtres semblaient hors de portée. Pendant longtemps, les chercheurs européens ont raconté l'histoire de l'île comme suit. Les habitants vivaient, tout allait bien, jusqu'à ce qu'ils épuisent leur écosystème, abattent les forêts pour transporter les statues, puis tout s'est effondré et la guerre a éclaté. Aujourd'hui, le tableau est plus nuancé. Oui, il y a eu des problèmes de ressources et de surpopulation. Mais se sont ajoutées des données sur d'éventuelles sécheresses, des tempêtes, puis les lourdes conséquences du contact européen. Razzia d'esclaves, maladies. La civilisation de l'île de Pâques a probablement péri, non pas à cause d'un seul facteur, mais d'une combinaison de coups, naturels et humains. Les statues, elles, sont restées.
Les Moai, avec leurs orbites vides, tournées vers l'intérieur de l'île, sont devenus une métaphore muette. Nous avons existé, nous avions des savoirs, mais quelque chose a mal tourné. Turquie. Göbekli Tepe. Un temple construit avant les pyramides et les villes, et enfin un site qui a bouleversé notre vision de la date à laquelle les humains ont commencé à bâtir des sanctuaires élaborés. Une colline dans le sud-est de la Turquie, appelée Göbekli Tepe, la colline ventrue. De loin, on dirait un tumulus ordinaire. Les fouilles ont révélé, sous la terre se cache un complexe d'enceintes circulaires et ovales, avec d'immenses piliers de pierre en forme de T. Son âge est d'environ 11 à 12 000 ans. Göbekli Tepe est donc plus ancien qu'eux. Les pyramides d'Égypte, d'environ 6 000 ans, Stonehenge, d'environ 7 000 ans. Chaque pilier mesure 5 à 6 mètres de hauteur et pèse jusqu'à 20 tonnes. Et surtout, beaucoup sont recouverts de reliefs. Des renards, des serpents, des sangliers, des oiseaux, des symboles énigmatiques. Sur l'un des piliers, une figure aux traits humains porte à la taille quelque chose qui ressemble à une sacoche ou un sac. On retrouve exactement les mêmes sacs plus tard sur les reliefs des dieux sumériens, en Mésoamérique et dans d'autres cultures. Qu'est-ce donc ? Un symbole de connaissance ? Un objet sacré ? Ce qui stupéfie, c'est que tout cela est apparu à une époque où, selon la version classique, les humains passaient à peine de la chasse-cueillette à l'agriculture. Avant la découverte de Göbekli Tepe, on pensait que, d'abord, les hommes s'étaient de sédentariser, avaient commencé à cultiver des céréales, à bâtir des villages, et ensuite, une fois apparu un surplus de ressources, ils avaient recommencé à construire des temples. Ici, tout semble se produire à l'envers. On a l'impression que les gens ont d'abord décidé de construire un sanctuaire, et que c'est précisément pour cela qu'ils ont accepté de s'organiser, de se sédentariser, de changer de mode de vie. Autre singularité étreinte, le complexe a été délibérément enseveli. On ne l'a pas détruit, on ne l'a pas simplement abandonné. On l'a rempli soigneusement de terre et de gravats, comme pour le mettre en conserve pour l'avenir. Pourquoi ? Nous l'ignorons. Mais autour de Göbekli Tepe, on découvre déjà des sites apparentés, Karahan Tepe, Nevali Tsori et d'autres. Cela ne ressemble pas à un temple solitaire, accidentel, mais à une véritable culture, avec ses règles, ses symboles, son architecture. Le déluge global, mythe ou mémoire d'un événement. Maintenant que nous avons voyagé à travers la moitié du monde et que nous avons vu une foule de coïncidences troublantes, il est temps de poser la question principale. Et si tout cela n'était que les fragments d'une seule grande histoire ? Du point de vue de la géologie, la période comprise entre environ 12 000 et 5 000 ans avant notre ère a été marquée par des changements spectaculaires. La période glaciaire a pris fin, d'immenses calottes de glace ont fondu, le niveau des océans est monté de plus de 100 mètres. Des milliers de kilomètres de littoral où des humains pouvaient vivre ont tout simplement été engloutis. Et cela ne s'est pas forcément produit de manière régulière et douce. Il y a eu des phases de montée rapide, durant lesquelles, en 1 ou 2 vies humaines, la mer pouvait dévorer d'immenses territoires. Si vous vivez dans une cité côtière, que vous faites du commerce, que vous bâtissez des temples, que vous observez le ciel et que, en 1 ou 2 générations, la mer arrive et emporte vos maisons. Comment raconterez-vous cela ? Très probablement ainsi. Une œil d'eau immense est venue et a détruit notre monde. C'est exactement ce que nous entendons dans des dizaines de mythes. Les Sumériens, le déluge et l'arche, la Bible, l'arche de Noé, les légendes indiennes sur Manu et le salut face aux eaux, les histoires chinoises sur la grande inondation, les récits des aborigènes d'Australie, des Polynésiens, des peuples des Amériques. Tous parlant de la même chose, il y a eu une époque où l'eau a joué un rôle destructeur. Sous la eau, les ombres des villes. Lorsque nous regardons sous la surface de l'eau, l'image commence à prendre forme. Au large du Japon, près de l'île de Yonaguni, gît sur le fond marin un objet que beaucoup considèrent comme des ruines. Terrasse, marche, angle droit. Le débat se poursuit encore pour savoir ce qui domine là-bas, la structure naturelle ou la main de l'homme. Au large de l'Inde, dans la région de l'ancienne ville de Dwarka, on découvre des constructions submergées qui évoquent des murs et des plateformes. Sur d'autres rivages du monde, on trouve d'autres énigmes englouties. Espérer que des mégapoles entières, intactes, se trouvent au fond est sans doute naïf. Mais tout indique une chose, avant la montée du niveau des mers, une partie des groupes humains vivaient sur des terres qui sont aujourd'hui sous l'eau. Si ces hommes bâtissaient, échangèrent des savoirs, créaient des centres cultuels,
alors nous sommes en train de regarder un monde dont des chapitres entiers ont été effacés par l'océan. Motifs communs, des symboles qui voyagent sans navire, une autre étrangeté, des motifs identiques dans la sculpture et la symbolique. Nous avons déjà mentionné les sacoches sur les reliefs de Göbekli Tepe, des dieux sumériens et des figures mésoaméricaines, les serpents du serpent Mound jusqu'aux représentations en Turquie et au Proche-Orient, les vautours, les lions, les spirales et les motifs abstraits qui réapparaissent encore et encore sur différents continents. Deux grandes explications existent, une psychologie humaine commune. Partout, les hommes observaient les mêmes phénomènes naturels, le ciel, les animaux, les cycles. Il est logique que les symboles aient pu se ressembler, de véritables liens culturels. Il est possible que de lointains réseaux d'échange de connaissances aient existé, beaucoup plus étendus que nous ne le pensions. Pas nécessairement une civilisation mondiale hautement technologique, mais un large faisceau de cultures qui se connaissaient et échangeaient des idées. Pour l'heure, l'archéologie reconnaît honnêtement, nous n'avons pas de preuves directes de l'existence d'un empire mondial unique des Atlantes. En revanche, nous avons de plus en plus de découvertes qui ne s'intègrent pas dans le schéma simpliste, là des sauvages, ici des Grecs intelligents, ensuite nous. Le monde antique était, selon toute apparence, bien plus complexe et intéressant que le tableau scolaire. Ce qui est réellement prouvé et ce qui ne l'est pas. Il est important de distinguer. Nous savons avec certitude que des sociétés très anciennes, capables de solutions techniques impressionnantes sans notre technologie moderne, ont existé sur Terre. Le niveau des océans a fortement monté et a inondé d'immenses territoires. De nombreux anciens ouvrages sont clairement orientés d'après le Soleil, la Lune et les étoiles. Presque tous les peuples dotés de traditions très anciennes possèdent des mythes sur un grand déluge ou une catastrophe. Nous ne savons pas avec certitude si il y a eu un jour une civilisation unique très avancée qui aurait diffusé ses connaissances sur toute la planète. Les anciens disposaient vraiment de certaines technologies de taille de pierre accélérées que nous aurions complètement perdues. Tous ces mégalithes sont directement liés entre eux, ou s'il s'agit d'une coïncidence de problèmes humains communs et d'observations similaires. Mais pour être franc, le plus intéressant ne se trouve pas dans les preuves dures, mais dans le fait que tous ces objets nous obligent à poser des questions. Et maintenant, une question pour toi. Lequel des lieux dont nous avons parlé t'a le plus impressionné ? Le calme Osirayon sous le temple égyptien ? Les pierres de Baalbek que personne n'aurait dû pouvoir déplacer ? Ou autre chose encore ? Crois-tu que des inondations globales aient réellement pu rayer de la carte des civilisations entières ? Ou penses-tu que tout peut s'expliquer de manière plus terre à terre, lancée par un développement progressif, des catastrophes locales et des technologies oubliées? Écrivez absolument dans les commentaires tout ce que vous pensez à ce sujet et abonnez-vous à la chaîne Top Fact pour des sélections des faits les plus incroyables et des vidéos venues de tout l'internet sur les sujets les plus variés. Merci pour votre attention.